السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين. أما بعد. Les Omeyyades vont s'appuyer sur l'administration ancienne qui était déjà là, notamment byzantine. C'est pour ça que les pièces sont frappées d'un côté en grec et d'un côté en arabe, dans les premiers temps des Omeyyades en tout cas. Et puis vers la fin de la période Omeyyade, on va assister à une recherche, à une élaboration pour pouvoir répondre finalement aux défis que représentaient les échanges avec les Perses et les Byzantins. Les Perses et les Byzantins vont dire chacun de leur côté, nous avons un système juridique, nous avions tout ce qu'il fallait pour gouverner, et donc on avait produit des choses, et vous, musulmans, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Et donc il fallait répondre à ce défi parce qu'il fallait montrer que l'islam était une religion vraie, que la révélation était vraie, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était tout à fait sous mission divine quelque part. Donc il fallait répondre aussi à ça. C'est pourquoi on va encourager les imams à finalement conceptualiser, formaliser la question du droit islamique. Et donc, on a des noms qu'aujourd'hui on connaît, on a un certain nombre de noms qu'on connaît. Parmi ces imams qui vont élaborer du droit, c'est-à-dire, quand je dis ils vont élaborer du droit, ils vont s'intéresser à usul al-fiqh, les fondements du droit islamique, c'est-à-dire qu'ils vont dire, ok, le Coran et la Sunna ne sont pas suffisants pour répondre à tous les problèmes, mais en s'appuyant sur le Coran et la Sunna, on va voir que le Coran et la Sunna vont nous renvoyer à d'autres sources possibles. Et donc, ces gens qui vont faire ça, il y en a plein d'imams, de mujtahidoun qui vont faire le grand jihad, comme avait fait Mu'adh à son époque avec l'ijtihad. Et donc ces gens-là, on en connaît, il y en a 4 qu'on connaît très bien, dont le nom en tout cas on les connaît. Abu Hanif al-Nu'man ibn Thabit, le fondateur de l'école hanafite, qui meurt en 767 après Jésus-Christ, ce qui correspond à 150 de l'Hégire. Ensuite, Malik ibn Anas, qui meurt en 796, qui correspond à 179 de l'Hégire. Et Shafi'i, qui meurt en 820, qui correspond à 204 de l'Hégire. Et le dernier, le plus tardif, Ahmed ibn Hanbal, qui meurt en 855, qui correspond à 241 de l'Hégire. Alors on pourrait parler d'autres imams importants, comme Al-Awza'i, qui meurt en 774, 157 de l'Hégire. Sufyan al-Thawri meurt en 778, 161 de l'Hégire. Ou encore, plus tardif, Daoud ibn Ali al-Zahiri, qui meurt lui en 883, qui correspond à 270 de l'Hégire. Donc on a un certain nombre de gens qui vont élaborer des sources, qui vont dire voilà, on peut s'appuyer en plus sur ça. Alors quels sont les fondements du fiqh maintenant? On en vient au gros morceau. Quels sont les fondements du fiqh? Il y a les 4 premiers dont on a parlé. Le Coran, la Sunna, évidemment. Le consensus. Alors le consensus de qui? Le consensus des compagnons, le consensus de la communauté, le consensus des gens de Médine, le consensus de tous les savants. Donc il y a ici divergence entre les écoles. Parfois on passe de l'un à l'autre. Enfin, il y a divergence, mais en tout cas, le consensus est reconnu par la plupart. Certains l'ont rejeté. Dans l'histoire, An-Nadham, le grand penseur Mu'tazili, a rejeté le consensus. De même que Averroès, Ibn Rushd, qui le rejette, qui estime que le consensus a été aussi une manière de mettre tout le monde sous le joug. Le raisonnement par analogie. Alors qu'est-ce que c'est? On va prendre une situation dans un cas que l'on a connu avant, que les compagnons, les premières générations ont connu. Quand on dit première génération, on parle des sahaba, des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. On parle des tabi'in, qui étaient les disciples des compagnons du prophète. Et enfin, les tabi'in et tabi'in. Ces 3 premières générations, c'est ce qu'on appelle les salaf et salih. Bon, il y en a qui étendent aux 3 premiers siècles. En réalité, ce sont les 3 premières générations. Bon. Donc on prend le consensus des 3 premières générations, ou on prend le consensus de tous les savants, ou juste des savants de Médine, ou il y a juste des compagnons. Enfin bref, il y a beaucoup de débats. Donc on a consensus. Le raisonnement par analogie. Raisonnement par analogie, c'est donc on prend une situation dans un contexte et on la rapporte au cas qu'on a maintenant à juger. Et on va estimer, est-ce que les situations sont analogues? Et si elles sont analogues, on va prendre le jugement qui était d'ancien, puis on va l'appliquer sur le cas nouveau. Bon, c'est une explication en 2-2
qui n'est pas extraordinaire, mais en tout cas ce qui vous permet peut-être d'avoir une idée. Mais le raisonnement par analogie ne va pas forcément être accepté par tous. Quelqu'un comme Ibn Hanbal va se méfier du raisonnement par analogie puisqu'il ouvre la porte au raisonnement, à la raison humaine. Et donc il va s'en méfier. Et donc il préférera toujours un hadith dhaïf plutôt que le raisonnement par analogie. Et d'ailleurs on en vient ici aux sources secondes, c'est-à-dire qu'il y a les 4 premières sources reconnues par tout le monde, Coran, Sunna, consensus et raisonnement par analogie, et on va rajouter un certain nombre d'autres sources. Vous avez l'istihsan, le choix préférentiel, vous avez la coutume, l'urf, coutume locale, l'opinion personnelle, ra'i, d'abord des compagnons et puis voire des mujtahidoun en fonction des écoles, l'usage des gens de Médine, A'mal Ahl Medina, l'intérêt général, le maslaha al-mursala. Vous avez aussi la présomption de continuité, l'istishab, les coutumes des communautés précédentes, shara' man qablana, le principe de précaution, sad dhara'a, et vous avez, dont j'ai dit un mot, les traditions faibles, hadith dhaïf, qui est une source dans l'école hanbalite. Voilà. Donc ici, on va rencontrer un certain nombre de difficultés. Quelles sont ces difficultés? Toutes ces sources ne sont pas partagées. Donc là, je parle des sources secondaires. Elles ne sont pas partagées par toutes les écoles. Première chose. Deuxième chose, certaines sources peuvent être partagées par plusieurs écoles. L'urf, on retrouve l'urf par exemple chez les malikites comme chez les hanafites. Mais on ne le traite pas de la même manière. On ne va pas le détailler de la même manière. On ne va pas lui donner une hiérarchisation aussi importante. Prenons un autre exemple. Le hadith dhaïf, qui est reconnu dans l'école hanbalite comme étant une source et qui s'impose sur le raisonnement par analogie. Si on transfère, on va dans l'école hanafite, le hadith dhaïf n'est même pas pris en compte. Grande différence. Donc, vous avez un certain nombre de choses comme ça qui se jouent, d'éléments et qui créent de la difficulté. Et puis la dernière chose qu'il faut retenir, c'est que avec le temps, les écoles vont évoluer, mais vont évoluer vers une sorte de traditionnisme, c'est-à-dire qu'elles vont évoluer vers une grande importance qu'elles vont donner à l'imitation. Même l'école hanafite, qui était considérée comme l'école rationaliste, sur les 4 écoles, si on dresse un panel, sur les 4 écoles, vous avez la plus rationaliste, dite la plus libérale, l'école hanafite, la plus fermée, la plus rigoriste, celle qui reste attachée au texte, et si ce n'est pas dans les textes, on ne fait pas, c'est l'école hanbalite. Et entre les deux, donc elle, c'est l'école traditionniste, c'est le terme qu'on utilise, pas traditionnaliste, mais traditionniste. Donc entre le rationalisme et le traditionnisme, vous avez 2 écoles, l'école malikite et shafi'ite, qu'on appelle, que les experts ont appelé, des écoles semi-rationalistes, donc qui prennent de là et de là. Il n'empêche qu'avec le temps, petit à petit, ces écoles-là se sont toutes rapprochées autour du paradigme traditionniste, même aujourd'hui l'école hanafite, puisque quand on s'intéresse à la production de certains hanafites, on ne voit pas beaucoup de différence avec production salafiste ou hanbalite, ou en tout cas traditionniste. Ça, c'est quelque chose qu'il faut remarquer. Donc, on a une évolution dans le temps qui va dans ce sens-là. Je m'arrête là. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé. Ce que je voulais jusqu'à présent, ce que je veux faire jusqu'à présent, c'est juste vous donner les éléments factuels. Voilà comment ça se passe. Voilà. Dans une prochaine vidéo, nous reviendrons sur notre manière de considérer les choses, comment on voit le fiqh et comment on peut réfléchir sur le fiqh aujourd'hui. Voilà. J'espère vous revoir très vite. Voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.